Je suis Fatma Bouvet de la Maisonneuve. Je suis donc médecin, psychiatre. Je suis écrivaine. Je fais partie du Parlement des écrivaines francophones. Depuis quelque temps, depuis à peu près plus d'une dizaine d'années, je m'intéresse à la question des conséquences mentales, psychiques du racisme qu'on appelle ordinaire, mais qu'il ne faut plus jamais appeler ordinaire, mais le racisme quotidien. Je vous remercie beaucoup de m'accueillir et de me permettre de m'exprimer. Le dernier ouvrage que j'ai écrit, c'est Debout, tête haute, qui est un manifeste pour répondre au racisme aux éditions du Croquant. C'est un coup de gueule que j'ai eu envie de pousser, comme à l'époque Stéphane Hessel avec Indignez-vous, au moment des élections européennes, parce que j'ai senti que quelque chose de très très lourd, de très très douloureux, commençait à apparaître à la fois dans ma patientèle, mais aussi chez les Français. Et donc actuellement, je fais un tour de France extraordinaire où je découvre des choses que j'aimerais partager avec vous et qui donnent beaucoup d'espoir. Alors, ce Tour de France a été en fait organisé de façon hyper spontanée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai sorti ce livre, des personnes m'ont sollicité. Donc, évidemment, j'ai fait le parcours classique de la signature dans une librairie, mais ensuite, des personnes m'ont sollicité pour inaugurer des associations. Des personnes m'ont sollicité pour intervenir dans les écoles. Et donc, petit à petit, en faisant connaître justement ces différents rendez-vous et dans des endroits différents en France, eh bien, j'ai commencé à avoir plein de demandes. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train d'en refuser. Et donc, ça consiste à aller dans les associations. Donc, il y a énormément de collectifs qui sont en train de s'organiser en France aujourd'hui. Donc, vraiment, la société civile française et citoyenne est d'une intelligence extraordinaire. Elle est solidaire, elle est brillante, dynamique. J'ai rencontré des lycéens, j'ai rencontré des écoliers de CM2, avec des adultes, des lecteurs, des militants. On se rend compte en fait que jusque-là, contrairement en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, la notion de racisme en France n'est pas du tout associée à la notion de trauma mental, de trauma psychique. Et tout récemment, alors à force de travailler, j'espère que j'ai apporté un petit peu ma pierre à l'édifice, tout récemment, j'ai été auditionnée par la CNCDH, c'est la Commission nationale consultative des droits de l'homme, sur la base donc de ce manifeste qui met en lumière la souffrance psychique de ceux qui ont vécu le racisme. Et c'est vraiment très important parce que la CNCDH rend des rapports annuels sur le racisme qui est donc rendu public au niveau européen, mais aussi au niveau international. Et c'est donc la première fois que la France, la voix de la France, évoque la question de la complication psychiatrique, psychique du racisme vécu. Et il y a des chiffres qui sont absolument vertigineux, puisque les derniers chiffres de la CNCDH montrent que en 2023, 1 million de personnes en France se déclaraient victimes de racisme, que ce soit par les actes ou par des agressions psychiques, mentales, verbales, et seulement 4% osent porter plainte. Et donc, on se demande ce que deviennent les 96%. Et moi, j'ai une petite idée parce que j'en vois quelques-uns dans mon cabinet. Alors, il y a plusieurs formes de racisme, hein, là où on peut aller très très loin. Il y a aussi le racisme paternaliste. Ça, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que de plus en plus, en particulier de Maghrébins de France, sont totalement insurgés contre ce type de racisme qui continue à considérer qu'on doit protéger en fait ceux qui sont victimes de racisme. Les Blancs doivent protéger ceux qui sont victimes de racisme parce que eux ne savent pas se protéger tout seuls et ils sont dans une dynamique d'infantilisation. Ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement lourd à porter parce que c'est comme si
vous n'aviez pas votre liberté, votre maturité, votre liberté de penser et votre libre arbitre pour pouvoir dire bah non, c'est moi en fait qui ne veux pas qu'on me traite comme ça et c'est moi qui ne veux pas qu'on me parle comme ça ou qu'on ait des préjugés comme ça sur moi. Et donc vous avez beaucoup de personnes qui pensent être dans la lutte antiraciste, mais en fait qui ont des attitudes paternalistes et qui se trouvent dans cette dynamique dominant-dominé. Alors, les conséquences, bah, là, on peut effectivement parler de ça, puisque je peux tirer cette ficelle de l'infantilisation. Bah, c'est quoi le racisme? C'est lorsque la personne considère qu'elle est supérieure à vous, qu'elle est supérieure à vous au niveau de sa civilisation, au niveau de son physique, au niveau de son mental, de son intellect, au niveau de son comportement et son savoir-faire. Et donc, forcément, l'autre se retrouve dégradé. Donc, il y a au niveau de la psychologie quelque chose qui s'enclenche. Je ne suis pas à la hauteur, je manque du coup de confiance en moi malgré tous les efforts que je fais, donc je ne vaux rien. De toute façon, on m'a toujours fait comprendre que je ne valais rien puisque j'ai toujours été considérée comme étant en marge de la société. Donc en fait, c'est vrai que je ne vaux rien. Donc ne valant rien, on rentre là dans la sphère psychiatrique qui est la dépression, c'est-à-dire puisque je ne vaux rien, eh bien j'arrête tout. Donc il y a cette espèce de la dépression, c'est quoi? C'est une panne générale. C'est la panne intellectuelle, émotionnelle, motrice, plus envie de rien, puisqu'en fait ce qu'on me renvoie comme image, c'est que je ne vaux rien. La dépression entraîne tout un tas de symptômes comme l'anxiété, incapacité à dormir, des troubles cardiovasculaires, tachycardie, troubles digestifs. Là, on passe sur la sphère physique, tout ce qui est. C'est pour ça que c'est important de parler de post-trauma parce que le trauma, on sait ce que c'est qu'un post-trauma après un viol, après la guerre, etc. Eh bien, il faut faire exactement le parallèle avec le racisme parce que c'est une déflagration qui rentre dans votre intégrité psychique et dans votre identité. Donc vous tombez en morceaux et vous ne vous occupez plus de vous. Et donc il y a cette espèce de stress qui peut être à l'origine de troubles cardiovasculaires, de complications même type diabète, etc. Et la dépression, qui est la conséquence de ça, très souvent, peut aussi amener à une négligence où vous ne vous traitez plus puisque je ne vaux rien, puisqu'on me dit que je ne vaux rien. Donc je n'ai pas besoin en fait de m'occuper de moi pour trouver ma trace et trouver ma place dans la société. Et donc la dépression, les complications de la dépression, on les connaît, c'est la consommation de produits, donc il y a beaucoup d'addictions, que ce soit cannabis, autres drogues, alcool. Et malheureusement, et c'est ça que j'ai envie de dire, et c'est pour ça que c'est très très grave, et c'est pour ça que c'est important qu'on puisse en parler, c'est que certaines personnes ont envie d'en finir. Alors avant d'en finir, beaucoup pensent à partir pour sauver leurs enfants, mais il y en a qui vous disent, mais en fin de compte, j'ai joué le jeu de la République, j'ai fait tout ça, mes parents m'ont demandé de me sacrifier, de raser les murs, j'ai tout fait, j'ai bac+8 par exemple, hein, je mérite ce que n'importe quelle autre personne aurait mérité, mais aujourd'hui on me dit que j'arriverai pas à crever à percer ce plafond de verre, et ben j'ai tout fait, autant en finir. À quoi rime cette existence? Vous voyez? Je suis comme France Fanon, d'accord? Moi, je pense que, alors je ne sais pas si vous connaissez France Fanon, c'est un peu un maître à penser pour moi, puisque c'était un psychiatre qui était donc antillais, qui était noir, qui a beaucoup travaillé en Algérie et un peu en Tunisie, qui est mon pays. Donc la Tunisie, on a exercé quelques temps. Alors, moi, j'ai exercé dans un hôpital par lequel il est passé, c'est un honneur, mais je lis beaucoup ce qu'il écrit. Et en fait, la question du racisme, essentiellement aujourd'hui, et ce qui nous préoccupe, parce que c'est une question politique, d'ailleurs, lui, il dit, on peut pas, enfin, moi, je pense qu'on ne peut pas faire de psychiatrie sans faire de politique, parce qu'on est sans cesse confronté à la problématique politique. Donc, la question du racisme, c'est une question politique de dominant à dominer, d'accord? Après, quand on élargit la réflexion, et c'est intéressant de l'élargir, moi, de mon point de vue de psychiatre, puisque je travaille avec la matière émotionnelle des individus, je pense que le rejet de l'autre d'une façon générale
est distribué dans le monde entier. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, quand on vous parle de racisme anti-blanc en France aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est une technique politique pour arrêter le débat. Mais il est évident que, d'ailleurs, il y a énormément de Noirs qui vous disent, quand on dit que les Noirs ne sont pas racistes, ben, c'est une forme de racisme. Ce qui est vrai. Parce qu'en fait, les Noirs ou les Arabes sont des individus comme tout le monde. Donc, quand on vous parle aujourd'hui, c'est stratégie politique, de ce racisme anti-blanc, c'est pour vous faire taire et ne pas dire que l'autre racisme démolit, en fait. Mais là où moi je suis intéressée par la question, c'est la question de l'acceptation de l'altérité. Alors il y a une expression qui est souvent rapportée par Mandela, qui est l'Ubuntu, c'est je suis parce que nous sommes. Rimbaud a dit d'une certaine façon aussi je est un autre. Donc je suis plus je m'intéresse plus à l'intérêt pour l'autre, ne pas avoir de préjugés et dans la nécessité du dialogue pour se comprendre et pour arrêter ce circuit de haine. Mais je sais très très bien dans quelle optique est utilisé le terme de racisme anti-blanc. Quand vous êtes en minorité quelque part, de toute façon, quand vous êtes en minorité quelque part et que vous avez cette hostilité à votre égard en permanence, ça n'a rien à voir avec lorsque vous subissez voilà, une insulte. Mais le racisme existe partout. Voilà, en Chine, vous avez les Ouïghours, donc les Asiatiques peuvent être racistes également. En Afrique du Nord, les subsahariens sont aussi maltraités. Donc c'est pour ça que je vous dis, le racisme est, comme disait Fanon, encore une fois, je reviens, c'est une plaie de l'humanité. C'est partagé. Mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la dimension politique du racisme en Europe aujourd'hui et du discours raciste et du discours de la hiérarchisation des civilisations et des cultures et donc des individus et des conséquences que ça a sur des individus et qui pour moi est lié à l'histoire coloniale en France. C'est pour ça que j'aime bien l'aborder du point de vue de la grande histoire dans les petites histoires que je rencontre parce que c'est un phénomène politique depuis les indépendances et parce que c'est un phénomène politique aujourd'hui dont on se sert comme un plâtre sur une fracture qui n'est pas encore guérie. C'est pour cacher en fait une mauvaise politique d'intégration, une mauvaise politique de la ville, d'égalité, etc. Ça, c'est vraiment mon sujet. Et encore une fois, quand on est psychiatre, ce qui nous intéresse aussi, c'est la question de l'acceptation de l'altérité et du dialogue. Mais moi, c'est ce que j'écris parce que j'ai écrit un livre avant ce manifeste. J'ai écrit Une arabe en France. Et lorsque vous regardez un petit peu les qualificatifs depuis la colonisation, ben, il y a eu Nordaf, ça c'était une insulte aussi. Il y avait Biko, il y avait Bougnoul. Ensuite, il y a eu Arabe. Moi, je sais que plusieurs fois, quand je dis à mes patients, mais oui, je suis arabe, on dit, mais non, mais pas du tout, je voulais pas vous insulter. C'est comme si, en fait, arabe était une insulte. Et puis ensuite, il y a eu musulman. Mais il y a deux choses que vous dites et qui sont vraiment fondamentales. C'est que on doit s'autoriser aujourd'hui à être contre l'islamophobie et l'arabophobie. Moi, je préfère dire d'ailleurs l'arabophobie parce que je reçois des patients moyen-orientaux chrétiens qui vivent exactement la même chose que les musulmans en matière de discrimination parce que c'est une question de faciès. J'ai beaucoup de patients qui me disent en fait c'est ma gueule qui leur revient pas. Et c'est vrai, il y a la question du faciès. Ce que vous dites est très important parce que on peut aussi être militant antiraciste en n'étant pas pratiquant ou en étant athée et arabe et de culture musulmane à laquelle on tient profondément. Et ça, c'est une liberté que nous, entre nous, on doit s'autoriser. Mais je voudrais aussi dire à quel point des républicains franco-français
qui ont peut-être des ascendants étrangers, mais qui sont depuis très très longtemps français, qui sont de culture catholique, protestante ou je ne sais quoi, et qui sont dévastés par ce qui se passe aujourd'hui dans leur pays, parce que ils ont les valeurs républicaines chevillées au corps. Certains me disent, moi, mes parents se sont sacrifiés pour ça, mes ancêtres sont morts pour ça, et aujourd'hui, on a peur pour vous. Aujourd'hui, on a peur de ce discours et on est avec vous. Et eux, ce sont nos compagnons de bataille. Et j'aimerais dire que au cours de ce Tour de France que je fais, ce sont eux qui me portent. Vraiment, parce que vous avez des personnes aujourd'hui sur le terrain qui se mobilisent d'une façon incroyable, mais incroyable, que vous ne pouvez pas imaginer, contre les autorités locales, contre vraiment des obstacles politiques pour pouvoir imposer ce dialogue, ce lien avec l'autre, cette lutte contre le racisme, contre la xénophobie. Et ce ne sont pas des personnes qui ont forcément un lien avec l'immigration. Et c'est ça qui fait très plaisir, c'est de voir que le discours politique et le discours de certains médias est totalement déconnecté d'une réalité. Et moi, je considère, j'en reviens quand même à quelque chose qui me tient à cœur, c'est que je pense que les psychiatres, on est des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans nos cabinets, ce qu'on entend dans nos cabinets, devient une réalité sociologique par la suite. Donc, il y a des sociologues qui ont sorti des livres récemment pour dire que, en fait, tout se passait bien sur le terrain. Il y a un cosmopolitisme à la française. Et moi, je l'entends dans mon cabinet, venant de Français d'origine maghrébine qui vivent sans problème, qui sont mariés avec des Français, avec des Franco-Français, avec des Italiens, avec des Portugais, je ne sais quoi. Ce mélange marche bien et je l'entends de la part de Franco-Français qui sont dans une solidarité extraordinaire avec ceux qui subissent le racisme. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a énormément d'espoir et qu'il faut cesser les médias mainstream, vraiment, et qu'il faut aller vers la parole des citoyens, de monsieur, madame, tout le monde, ou alors des experts qui ont connaissance du terrain. Ce que j'ai adoré avec ce Tour de France, et j'espère que je continuerai comme ça, c'est d'être vraiment proche du terrain et d'avoir confirmation qu'en fait, on peut tout faire, on a tout en France pour vivre ensemble euh, et sans heurts et sans haine. Alors, tout n'est pas parfait, tout n'est pas parfait, rien n'est parfait nulle part. Mais ce qu'on nous impose comme discours est juste irresponsable, irresponsable, dangereux au niveau collectif et mortifère au niveau individuel. Et ça, c'est très grave. C'est exactement ce que je dis dans ce manifeste, c'est que le terme diversité m'irrite maintenant parce que en fait, il est destiné aux Noirs et aux Arabes. Parce que jamais un Français d'origine suédoise ou américaine serait considéré comme issu de la diversité. Il y a une telle différence. Prenons la question des réfugiés ukrainiens versus les réfugiés ou les dits migrants maghrébins, par exemple. Alors, en fait, il y a un monde de non-connaissance entre les Ukrainiens et les Français par rapport aux Maghrébins et aux Français. Alors que si ce ne sont pas les Maghrébins, parlons de ceux qui viennent de zones qui sont en guerre en Afrique subsaharienne et qui sont issus des colonies françaises et qu'on refuse parce qu'ils sont noirs, alors qu'on accueillait à bras ouverts des réfugiés ukrainiens avec... mais tant mieux, hein, je veux dire, pour moi, il y a pas de problème. Mais que les choses soient égales. Mais là, en fait, il y a une discrimination institutionnelle réelle, un racisme institutionnel réel. Et c'est dangereux. Allez voir un soignant. Premier conseil.
Deuxième conseil, vous êtes un citoyen dans la République française. Et donc, vous avez tous les droits auxquels ont droit n'importe quel autre citoyen. Donc, il y a la justice. OK? Et aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas encore comme vous dites, ce réflexe de je subis une injustice. Faisons la comparaison avec une insulte sexiste. Parce que, en fait, le parallèle est très, très, très fort et très, très étroit. Aujourd'hui, il y a le réflexe de je suis victime d'une discrimination sexiste, je porte plainte. OK? Eh bien, il faut imposer ce parallèle avec la discrimination raciale. Donc, je vous rappelle le chiffre de la CNCDH, c'est que 1 million de personnes en 2023 se disaient victimes de racisme et seulement 4% ont porté plainte. Donc, ça signifie que les 96 autres pourcents souffrent en silence. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est mal, quand on est dévasté? On pousse la porte d'un soignant, on demande de l'aide. Deux, on fait appel à des moyens. Il peut y avoir un arsenal juridique qui peut être déployé parce que c'est illégal. Alors moi, il y a une autre chose que j'aimerais quand même transmettre aux personnes qui nous écoutent, c'est que quand certains politiques ou certains médias vous disent les Français pensent les Français pensent qu'il y a trop d'immigrés, les Français pensent que la culture française est en train d'être dénaturée, etc. N'oubliez pas que 30% des Français sont issus de l'immigration, d'accord? Donc quand on dit les Français, en fait, c'est nous aussi. Et la culture française, il faut avoir très peu confiance à sa culture pour craindre qu'elle soit à ce point ébranlée. Et puis, on ne fait pas venir, là, je donne une dimension plus psychologique et psychanalytique, on ne fait pas venir des familles entières ou des hommes en tout cas pour les exploiter, refaire construire un pays d'après-guerre, continuer aujourd'hui à exploiter leurs enfants, petits-enfants à travers les médecins à diplôme étranger, etc., les exploiter, tirer la substantifique moelle de leur connaissance et de leur être et vouloir les jeter après. On ne peut pas. Donc en fait, ces personnes-là sont venues, elles ont des enfants qui ont fait des petits-enfants et aujourd'hui, un tiers des Français sont issus de l'immigration. Donc quand on entend les Français pensent que, eh bien, il faut déjà arrêter et s'arrêter 2 secondes et se dire, en fait, le français, c'est moi aussi. Donc moi, je suis même pas, je suis une expatriée. On dit immigré pour les Arabes qui viennent en France, mais les Français qui vivent dans le Maghreb, on dit expatrié. Donc moi, je dis, je suis une expatriée tunisienne en France et je sais qu'aujourd'hui, je fais partie, en fait, j'ai mon mot à dire sur ce qui se passe en France et je ne trouve pas qu'il y ait trop d'immigrés. D'ailleurs, on y fait appel et on les exploite et je ne trouve pas que la culture soit dénaturée. C'est du délire, c'est même pas du fantasme, c'est du délire parce que ça n'est pas la réalité. Ça n'est pas la réalité. Et face à un délirant, je le sais, hein, puisque je suis psychiatre et j'ai vu beaucoup de délirants dans ma vie, face à un délirant, vous ne pouvez pas raisonner. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire des choses comme vous faites et faire entendre sa voix. C'est apporter, parler au cœur des gens. C'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, parce qu'il parle au cœur des gens. Et raisonner, ça ne sert à rien. Regardez, on n'arrête pas d'avoir des études, je ne sais pas, l'Observatoire des inégalités a des chiffres complètement scandaleux, mais dont ils ne tiennent pas compte. Donc tout ce qui est concret, en fait, ils n'en tiennent pas compte.